Jacques Famondongo, qui a dit que le Sud est le socle granitique du pouvoir de Yaoundé. Donc, évidemment, il va farouchement s'opposer à ça. Sauf que je crois que Jacques Famondongo est conscient de la misère dans laquelle vivent les populations du Sud, de l'enclavement, l'absence de route. Et il me souvient qu'une fois, il y a eu, à l'occasion du renouvellement des organes de base, il y a eu une fronde. Les populations, les jeunes notamment, se sont élevés contre les apparatchiks du pouvoir, du parti au pouvoir. Et ils ont donc fait cette espèce de... comment dire ça? Ils ont dit avec l'accord de notre père, c'est-à-dire Biya, on tient une réunion et on convoque même des ministres pour venir expliquer aux enfants du Sud pourquoi il n'y a pas de travail. On a même convoqué le patron de la FNE, on a convoqué le ministre des Travaux publics pour venir dire pourquoi il n'y a pas de route. Alors, ça c'est un problème politique qui n'est pas un problème où on doit interpeller les gens. D'autre part, le président de la région, Emmanuel V, il est de la vallée du Ndem. Donc quand on convoque ça, c'est-à-dire en gros les boulous, on met le président V, qui est un Ntoumou, on le met au bout du truc. C'est pour dire qu'il y a une conception, comment dire ça, clanique de ce qui se passe dans le Sud, au détriment de la population, de toutes les ethnies qui sont représentées dans cette province. Depuis les Batanga, les Bakoko, les Mvaï, les Ngumba, les Mabea, tout ce monde-là. Et même les Ewondo, chez Joseph Ouna, ils sont de l'océan aussi. Les Batanga, tout ce monde-là. Donc il y a une façon c'est des suprémacistes boulou, c'est tout. Jacques Famondongo est un suprémaciste boulou. Parce que quand il dit que le socle granitique du pouvoir c'est dans le haut village, alors que Aïdjo qui a transmis le pouvoir n'était pas du Sud. Donc ça ne m'étonne pas qu'il réagisse comme il l'a fait. Merci Henriette Ekwe pour cette réaction. Damien Makon-Maoum, vous êtes communicant du PCRN, en politique également. Bonsoir, merci d'être avec nous. Olivier Moziko, my dear friend, kindly receive my warm and cordial greetings. May I greet your colleague in the studio and outside the studio. I'm seeing Eric Ngando, Mr. Mayor, and the makeup artist. These people sometimes forgotten, but doing the great job of producing and broadcasting the program in which we are invited. I greet your thousands of televiewers. Thanks for having invited the Guinean Party for National Reconciliation to this debate in order for us to give our point of view. Thank you. Merci Damien, c'est nous qui nous remercions pour votre présence. La Cour d'appel de l'extrême nord du Cameroun a confirmé jeudi 19 juin dernier la décision rendue en première instance dans l'affaire Kona Robert et Kaba Libi, vous êtes au courant, légitimant ce dernier à la présidence du parti. À la suite de ce verdict, Robert Kona envisage aller à la Cour d'appel, à la Cour suprême avec un objectif clair, soit reprendre la tête du parti ou perdre la candidature à la présidentielle au même titre que Kaba Libi. Damien, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là que la candidature de Cabral à l'élection présidentielle de 2025 est menacée? Je plains l'ex-camarade Robert Kona. Il aurait fallu qu'il ait un avocat comme Maître Biliga ici sur ce plateau pour qu'il lui dise que lorsqu'on se pourvoit en cassation à la Cour suprême, puisque la Cour suprême ne juge pas du droit, mais ne juge pas des faits mais du droit, l'appel à la Cour, la cassation à la Cour suprême ne saurait donc être suspensive des effets de la décision précédente, donc
quitte à ce que la Cour suprême se prononce avant le dépôt des candidatures, ce qui me paraît surréaliste, monsieur l'ex-camarade Kona Robert n'a qu'à attendre. Je crois que dire que la Cour d'appel a confirmé la décision prise en première instance, c'est bien, mais il faut rappeler que c'est la 5e décision dans ce feuilleton judiciaire, je veux dire, parce que tout d'abord, il vous souvient que M. Kona Robert, après avoir saisi le tribunal à l'effet d'invalider les effets du congrès de mai 2019 à Guidigis, il a été débouté, il a fait des défenses à exécution, il a été débouté, c'est une deuxième décision de justice, il a saisi le tribunal de Kaélé, il a été débouté, s'est opposé à la mise en œuvre de cette décision, il a été débouté et aujourd'hui il est allé en appel, il a été débouté. Ça fait donc un lot de 5 décisions de justice. Il m'est très loisible d'indiquer que à défaut de se tirer une balle sur le pied, je crois que la Cour suprême ne saurait dire autre chose que le droit. Je me disais qu'au sortir de là, l'ex-camarade Robert Kona aurait compris que les dés sont pipés ou alors que la messe est dite et qu'il faille désormais passer à autre chose. Il n'est pas superfétatoire d'indiquer que à l'occasion de toutes ces audiences, M. Kona Robert a eu pour conseil le conseil du ministère de l'administration territoriale du Cameroun, et donc que la connivence est toute faite. Et nous espérons que depuis la tenue du congrès jusqu'à cette décision, le MINAT et M. Kona Robert ont compris que la candidature de l'honorable Cabral Libi ne souffre de rien. Peut-être devrais-je finir en indiquant que en matière de candidature à l'élection présidentielle, il y a essentiellement 2 choses qui intéressent. Les éléments constitutifs de la capacité à présenter la candidature qui sont dans le code électoral, la loi de 2012 et dans la constitution de notre pays, puis les éléments relatifs au fonctionnement du parti que sont le règlement intérieur, le statut, et en l'espèce au terme de l'article 16 alinéa 1 de notre règlement de nos statuts, c'est le bureau politique qui donne l'investiture, et cela a été fait bien avant le congrès du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. L'honorable Cabral Libi a donc été choisi pour présider, mener la bataille pour le compte PCRN aux prochaines élections législatives et aux prochaines élections présidentielles d'octobre 2025. Donc sa candidature ne souffre plus de rien. J'étais sur ce plateau avant même cette décision, je vous avais expliqué pourquoi il était impossible pour M. Paul Atangandi et par ricochet M. Kona Robert d'empêcher Cabral Libi d'être candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, sauf à avoir une coalition qui nous amène à nous retirer pour laisser au devant de la scène un autre compatriote de l'opposition, la candidature de l'honorable Cabral Libi ne souffre d'aucun problème. C'est dans le sujet. Oui, mais si vous permettez juste une petite digression avant d'entrer dans le vif du sujet, relativement à l'intervention de l'aîné, je crois que le professeur Faminogo fait fausse route en indiquant, surtout il a utilisé une expression, lui qui maîtrise l'usage des mots, il a utilisé l'expression parricide. Parricide qui ne me semble pas être utilisé à propos, parce que le président de la République du Cameroun est certes du sud Cameroun, mais il est le président de tous les Camerounais. Et lorsqu'il parle de parricide, je ne sais même pas si Jacob Nogo se rappelle que le Sud a contribué numériquement à l'élection du président de la République à hauteur de 7% lors de la dernière élection présidentielle. Donc à la réalité, il y a un parti, je veux dire une partie du Cameroun qui a contribué à hauteur de 32% pour que le président de la République se maintienne là où il est. Donc je crois qu'il se trompe en indiquant que ce serait un parricide que d'émettre une opinion contraire à ce qui accourt dans le Sud. Ce d'autant plus que moi je crois que ce qui s'est passé dans cette missive des 8 est davantage une action politique. Et parce que toutes ces personnes-là se revendiquent tout au moins être sympathisantes d'une certaine formation politique. D'aucunes d'ailleurs sont membres intégrants de ce parti politique-là. Donc il est normal que
que dans l'ouverture démocratique que veut le patron de monsieur le ministre des enseignements supérieurs, que des gens puissent intégrer le Sud profond et y faire des activités politiques contraires à celles du chef de l'État. Première chose. Deuxième chose, je ne peux pas laisser passer l'idée. Oui, il est tout à fait vrai que la politique est davantage communautaire dans notre pays et que tous les partis politiques ont des ancrages. Mais il est aussi vrai d'indiquer que dire qu'une partie serait le socle granitique d'un parti politique nous prédispose à avoir donc des expressions comme parricide, parce qu'on ne considère pas que dans ces parties du pays, des personnes autres que celles qui y ont voix au chapitre peuvent s'exprimer. Et pour ce qui est, je sors vraiment pour ce qui est du PCRN, nous sommes quand même depuis 2017 présents. 2019 quand l'honorable Cabral Libye devient président de ce parti, et 2020, c'est-à-dire un an après, nous sommes présents dans 7 départements en termes d'élus, c'est-à-dire qu'il y a des élus dans l'Union Ekele, dans la Sanaga maritime, dans le littoral, à Meganga, dans 7 départements. Il est donc difficile, du moins je trouve qu'il n'est pas tout à fait juste d'indiquer que ce parti politique serait cantonné dans une aire géographique bien déterminée, bien donnée. Donc, je crois qu'il serait bien qu'on donne un peu de temps à tous les partis politiques de se mouvoir et que, voilà, on voit l'ancrage territorial. D'accord, on va entrer dans le vif du sujet. Je vois Henriette Ekwe qui a déjà quelque chose à dire, Maître Biliga aussi. Mais je tiens, avant qu'on entre vraiment, de préciser que Maître Kak, le 4e invité, nous signale qu'il est en route, coincé dans 2-3 embouteillages, mais il va prendre le train en marche. Il nous a rassurés. Donc on entre décidément dans le vif du sujet. La première question, je vous la pose, Henriette. 65 ans après l'indépendance, 35 ans après l'avènement du multipartisme, comment comprendre que sur le plan de la représentation territoriale, on a l'impression qu'un seul parti politique a presque le monopole sur le terrain? D'abord, c'est absolument faux, parce que tous les partis, je dis bien tous, ont vocation à être des partis nationaux. Alors, je vais vous dire que en 1991, le président demande aux UPCistes de faire un congrès. Je suis UPCiste, il faut quand même le dire. Qu'est-ce qui se passe au congrès de Nkonsamba le 30 décembre? On décide d'évacuer Chika Akwanya Bonambela. Et on désigne le camarade Kodok. Bon. Et on demande à Dika de devenir le président d'honneur. Une semaine après, à Garoua, le congrès de l'UNDP se tient. D'abord, Iboua n'est pas informé. Bon, il arrive. Et qu'est-ce qu'on décide au congrès? On le débarque, il devient président d'honneur. On remet le parti à qui? À Bello Bouba Maïgari. C'est vrai que c'est lui qui l'a fondé en exil à Kaduna. Mais, quel est l'objectif? Cet objectif, je crois que ce sont les politologues du RDPC qui l'ont fait, c'est-à-dire que le fait que deux Sawa, des minoritaires, aient rassemblé beaucoup de gens dans l'UPC d'abord, et ensuite Iboua Samuel à l'UNDP. Qu'est-ce qui va se faire? Le programme des politologues du RDPC est en marche. Une fois écarté, quand le président décide d'intégrer des ministres de l'UPC, il exige que ce soit des Bassars. Tous. Kodok a voulu proposer d'autres camarades qui étaient de raisons diverses, dont un des avocats,
Bobo, quelque chose, j'oublie son nom, le président a catégoriquement refusé. Je veux des Bassars. Et ils étaient tous Bassars. Quand l'UNDP doit proposer des ministres, il essaye de proposer Madame Delphine Sanga, Valère Abandam Togo, tout ça. Le président s'y oppose catégoriquement. Je veux des Gandoura. Donc, on a fabriqué des espèces de Bantoustan où on met les partis politiques. Ce n'est pas vrai. Lorsqu'on a fait les villes mortes, tous les partis avaient une représentation nationale. Mais ça, c'est voulu. Et alors après, on a beau jouer de dire « Oh oui, mais vous êtes le parti des Bassars. L'UPC n'a jamais été un parti des Bassars. Ou de dire que l'UNDP, c'est le parti des nordistes. Il y avait tous les nostalgiques du régime Aïdjo qui étaient dans l'UNDP. C'est-à-dire qu'il y avait des Sawa, des Bassars, des Bamileke, tout le monde était là. Bon, alors, deuxième problème. L'ancrage qui n'a pas lieu hors des grandes cités, ça vient de quoi? Ça vient du fait que les sous-préfets, les commandants de brigade dans les zones reculées sont chargés de faire une police où on peut arrêter un activiste, disons du SIF, on lui dit ici, là c'est le territoire du président, tu n'as pas le droit d'être là. Et la prochaine fois que tu fais quelque chose, je te mets en cellule. Donc il y avait eu une répression réelle. Je donne un exemple, je ne sais plus, je crois que c'est en 2011 que courageusement Momo Jean de Dieu décide de lancer sa campagne à Ibolova. Je crois que Kane aussi l'a fait. Il arrive à Ibolova et on lui dit que non, ici c'est le territoire du président de la République. Tu n'as pas le droit de venir lancer ta campagne ici. Donc voilà comment on crée des bantoustans partout et il faut qu'on s'en contente. La preuve, c'est que je connais des gens qui étaient des nordistes, qui étaient par exemple au SDF. Et puis à un moment donné, ils ont dit, bon, je rentre chez moi, c'est-à-dire je rentre dans le nord, où c'est entendu que c'est notre parti et où j'ai des chances d'être élu. C'est une volonté politique. Il ne faut pas oublier que l'idée de nation a germé avec ceux qui ont combattu les Allemands. Ils ont créé l'idée de la nation. Et les autres ont continué, le Boro, tout ce monde-là. Donc on ne peut pas dire que dans un Cameroun qui a une conscience politique, une conscience d'une nation depuis 1914, et on se met à mettre les gens dans des bantoustans en disant que non, toi c'est ici, l'autre, l'UDC c'est là-bas. Non. Quand tous ces partis-là se sont créés en 1990, et j'étais bien placé parce que j'étais une UPCiste en clandestinité, quand tous ces partis se sont créés, tous avaient vocation à avoir un déploiement national. Il ne faut pas qu'on pense que parce que j'entends souvent les nouveaux opposants là qui disent parfois que bon, il faut qu'on donne un peu de conscience politique aux Camerounais. Les Camerounais ont une conscience politique vieille de plus d'un siècle. Il ne faut pas l'oublier. Donc il n'y a pas, dans notre pays, il n'y a pas la volonté de rester dans des bantoustans. Quand on crée un parti, la première idée, c'est que le parti soit partout. Et je me souviens que quand le président Mitterrand a convoqué Biya au lendemain de sa prestation de serment, il lui a posé deux questions. Un, trop d'exilés, il faut que les gens rentrent. C'est comme ça que nous on a fait les valises, on est venu chez nous. C'était très bien. Deuxièmement, quand est-ce que tu fais la démocratie? Ton peuple a beaucoup souffert avec les indépendances. Qu'est-ce que le président a dit? Et c'est passé sur France Inter. On est en janvier 83. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis désolé,
Je veux bien faire la démocratie, mais on a 250 ethnies, donc il faut un temps de préparation. Mais ça, c'est faux. C'est faux. Il y a l'UPC, il y a d'autres partis. D'accord. On a une conscience politique très aiguë au Cameroun. Est-ce que les partis politiques, la difficulté aussi n'est pas due à cela, à la composition sociologique du Cameroun qui... Non, moi j'ai l'impression que quand quelqu'un dit que non, vous êtes émoussé, bon, il ne faut pas oublier quand même que on a supprimé beaucoup de partis politiques qui étaient concurrents dans l'Union et qu'il est. Ça aussi, c'est une réalité. Donc, quand on dit non, on a été courageux, non, on a fait comme ça, il y a eu beaucoup plus courageux que vous face à l'armée. Il y a eu beaucoup plus courageux que vous. Mais que ce soit apaisé, parce qu'on a évacué les gens pour leur maladresse, qui ont fait que les listes se sont chevauchées et on a exclu l'UPC. Mais il ne faut pas venir dire aux gens que vous n'êtes pas courageux parce que nous on est plus courageux. Vous avez affronté qui? Personne. Bon. En ce qui concerne un travail de terrain, je crois que nos frères du RDPC, quand ils savent ce que c'est, le travail du terrain est un travail difficile. Et peut-être parce que nous, on a une idéologie, il faut le dire. L'UPC a une idéologie, on est de gauche. Et comme parti de gauche, on a des priorités. Et ces priorités-là, on les diffuse quand on peut. Ce qui se passe, effectivement, c'est que à l'usure, certains partis ont disparu. Beaucoup de partis ont disparu, mais d'autres sont restés. Et ils continuent jour après jour à faire leur travail. Mais on ne peut pas dire que nous on était très courageux, c'est pour ça qu'on est encore là. Les autres sont là depuis 40 ans et continuent à se battre. Voilà. Alors, quand on commence à penser que c'est soi-même qui allons éduquer les masses, j'entends beaucoup ça chez dans les nouveaux partis là, de dire on va éduquer les masses. Moi, plusieurs fois, j'ai été invité dans les réunions du PCRN pour donner une formation politique. Et c'est normal. Quand on a une certaine, une certaine expérience et qu'on vous invite, j'y vais volontiers. On n'est pas du même bord idéologiquement. C'est des partis généralement un peu de droite, un peu comme mes amis du RDPC, et on n'a pas la même idéologie. Mais je sais ce que c'est qu'une formation politique parce que bon, nous on a la chance d'avoir encore une école de cadres qui fonctionne. Donc on ne peut pas dire que c'est parce que les gens ne sont pas conscients politiquement, il faut les éduquer. Je trouve très prétentieux. Quand les opposants, et j'ai entendu, comment on l'appelle, le MRC, le président à Paris, dit que bon, je vais conscientiser les Camerounais. Mais tu es qui? Le Cameroun est consciencieux. Un parti qui fait une coalition qui fait 6 mois de ville morte, vous croyez que c'est des enfants? Avec l'armée face à vous, des morts, des mutilés, etc. Donc il faut faire très attention, il faut être un peu prudent et ne pas dire que nous sommes là, c'est nous qui allons éduquer les masses. Non, les masses camerounaises sont éduquées. D'accord. Henriette, avec plus de 300 ethnies au Cameroun, oui. Est-ce que c'est évident pour les partis politiques? Mais ça n'a rien à voir. Les ethnies ont toujours été là. Mais chaque ethnie, chaque parti avait son camp. C'est tout. Il y a eu beaucoup de partis politiques, même avant l'indépendance. Les ESOCAM, etc., les UPC, tout ça, le parti des paysans de l'Ouest, etc. Il y a toujours eu des partis politiques.
Et ces partis politiques ont existé parce que notre sociologie est là avec beaucoup de diversité. Mais ceux qui ont percé étaient ceux qui avaient des idées très claires, une idéologie très claire en disant voilà ce que nous sommes, voilà où nous voulons vous amener. C'est clair. Donc il ne faut pas penser que la société camerounaise est tellement inculte sur le plan politique que, bon, avec ces gros sabots, on vient d'arriver et on va l'éduquer. D'accord. Voyons. Maître Bill, si vous permettez, juste une petite digression, parce que j'entends souvent cette facilité lorsqu'on n'a pas la bonne maîtrise de la cosmogonie d'une C'est quoi la cosmogonie? Je rappelle que dans l'Union Ekele, où on dit que le PCN aurait gagné sans affronter qui que ce soit, dans l'Union Ekele, il y a 10 arrondissements. Et dans 3 de ces arrondissements, le RDPC a toujours été, depuis 1963, à la tête de ces arrondissements sans discontinuer. Première chose. Il ne reste plus que 63. Depuis la création de ces arrondissements-là, personne d'autre n'a dirigé ces arrondissements que le RDPC. Non, le RDPC n'existait pas en 63. Non, je dis depuis la création de ces arrondissements. Depuis la création de ces arrondissements, personne d'autre n'a dirigé ces arrondissements que le RDPC, première chose. Ça, 3. Donc, ça fait, il nous reste 7. Sur les 7 autres, lorsque nous allions aux élections, il y avait des mandatures écoulées. Et dans ces mandatures-là, l'UPC était présente sur les 7, dont 3 arrondissements. 3. À Ezeka, à Ngomapuri et à Matom. C'est-à-dire que si on prend donc les 10, l'UPC aurait été présente sur 3 arrondissements, ou dans 3 arrondissements, et le RDPC dans 7 arrondissements. Donc cette petite facilité qui consiste à dire que comme on a empêché l'UPC d'aller à l'élection alors vous avez gagné, ça me pose un petit problème. Mais ça regarde ceux qui distillent ce genre d'idées. Je crois que le rôle de tout parti politique... Je crois que le rôle de tout parti politique, vous ferez tout, je ne vous répondrai pas parce que vous êtes une maman, je ne vous répondrai pas. Non, on est en politique. Alors donc, je disais que le rôle d'un parti politique, au-delà de conquérir et ou de conserver le pouvoir, c'est l'éducation de masse. Tout parti politique qui ne joue pas ce rôle court le risque lui-même de se faire oublier, de faire oublier son idéologie. Donc, on ne peut pas faire de procès à un parti politique de dire qu'il va participer à l'effort national de conscientisation de masse. Je crois que c'est quelque chose de tout à fait logique. Merci.